c'est absolument passionnant. On a énormément de questions sur le chat, et il y a notamment beaucoup de questions sur de la mise en pratique et ça tombe bien parce que justement, on va vous parler de mise en pratique. On reviendra vers toi, Philippe, tout à l'heure, mais pour l'instant, on va accueillir avec nous Gaëlle. Donc Gaëlle, qui est la cofondatrice de Kirk et notamment UX Researcher, qui va nous parler de comment elle a mis en pratique et comment elle met en pratique et elle utilise ces différents principes au quotidien avec ses clients. Gaëlle, parle-nous de cas pratiques. On veut du pratique et les gens veulent du pratique. Les 150 personnes avec nous veulent du pratique. Très bien. Alors, on va peut-être parler du pratique sans l'IA et avec l'IA, parce que je pense que c'est vraiment ça qui effectivement est intéressant. Et je vais rebondir justement sur ce que disait Felipe. Quand il disait que on pouvait mettre 6 mois pour mettre en place, pour avoir des résultats de recherche. Nous, ça fait 10 ans chez Kirk qu'on a mis en place des études, notamment des études qualitatives. Et pour donner, à titre d'exemple, pour faire avant une expérience MAP avec une dizaine d'entretiens, on avait travaillé notamment pour le groupe Auchan. Eh bien, comme il disait, il nous a fallu il nous a fallu 6 mois pour obtenir des résultats, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des entretiens, ce qui va être très très lourd en termes de temps, ça va être de reprendre les vidéos, de se caler au bon endroit pour avoir effectivement le bon passage et le truc qui va faire que, oui, là, j'ai quelque chose qui est pertinent, j'ai quelque chose qui a du sens. Et donc, c'est ce qui va prendre énormément de temps et qui n'a pas particulièrement de valeur. Ce qui n'a pas de valeur non plus, ça va être de retranscrire à la main ce qu'on a entendu dans la vidéo. Et ça, c'est des choses, vous pouvez vous imaginer, je pense assez facilement, le temps que ça peut prendre de retaper un texte, des phrases, quand quelqu'un vous dit quelque chose. Voilà, c'est des choses qui sont très, très, très longues. Sur les biais cognitifs, moi, j'ai un peu moins ce problème-là, mais en revanche, je suis totalement consciente qu'en tant que UX designer, c'est peut-être moins évident, puisque moi, c'est mon métier, et donc je fais en sorte de non seulement pas forcément avoir une mauvaise interprétation de ce que disent les utilisateurs, mais en plus, et ce qui peut être aussi dangereux quand on fait de la recherche, c'est les questions qui, elles aussi, peuvent être biaisées. Parce qu'on a toujours un peu tendance, et c'est humain, de vouloir absolument obtenir la réponse qu'on attend. Et forcément, on va parfois avoir un peu tendance à insister pour qu'on vienne valider finalement ce qu'on pensait. Parce que forcément, quand on fait du research, on ne le fait pas. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il y a vraiment... on est en train de passer d'une dette UX que les clients avaient auparavant. Aujourd'hui, on a vraiment, je trouve, une dette utilisateur, parce qu'effectivement, c'est exactement ce que disait Felipe. En fait, dès lors qu'un client vient nous voir, quelque part, la recherche, elle vient toujours en dernier. Même quand certains clients vont nous commander des tests utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont venir nous dire « Ok, on veut bien faire un prototype », et on va terminer, on va faire des tests utilisateurs. Bien souvent, les tests utilisateurs sont utilisés parce que c'est du temps, parce que sur les tests utilisateurs, on est sans intelligence artificielle sur des choses comme 5 jours. Pour faire une dizaine de tests utilisateurs, il faut 5 jours pour faire l'analyse, la retranscription et faire la présentation des résultats. Et donc, bien souvent, ils préfèrent utiliser ces jours pour faire plutôt du prototyping et avancer sur la partie wireframe plutôt que d'interroger les utilisateurs. Et concrètement, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Enfin, nous, depuis le début de l'année, on a énormément de demandes sur cette partie recherche. Et en plus, on a cette capacité de répondre d'autant plus facilement qu'aujourd'hui, on utilise justement l'outil Odaptos qui a vraiment, pour le coup, révolutionné ma vie. Parce que, comme le disait Felipe, en fait, une fois qu'on a terminé tous nos entretiens, en fait, on a déjà une map à savoir si on est sur des choses qui sont plutôt positives ou négatives par rapport justement à ces différentes émotions. Et donc, en termes de partage des résultats, c'est aussi absolument génial. C'est-à-dire que n'importe qui vient sur l'outil peut tout de suite voir si les tests ont été plutôt positifs ou plutôt négatifs. Et ensuite, vous allez rentrer, en fait, en creusant petit à petit, rentrer dans le détail de chaque entretien et de chaque étape du test. Et ensuite, l'outil permet des choses... alors, je ne sais pas si c'est maintenant que je dois en parler, mais ça permet... oui, dis-moi, Camille. Je peux en parler maintenant ?
Mais tu peux, vas-y. Très bien. Par exemple, donc je vous parlais tout à l'heure de ces difficultés de, quand on a une vidéo, de devoir, de sélectionner les bons moments et cetera. Avec Odaptos, en fait, vous allez rédiger votre protocole de test ou votre guide d'entretien à l'intérieur de l'outil et quand vous êtes avec un utilisateur, vous allez lancer, en fait, vos questions ou vos tâches. Et il va y avoir un marqueur sur la vidéo et c'est très simple de retrouver, en fait, à quel moment, j'ai besoin de, enfin, voilà, vers quelle tâche j'ai envie d'aller et cetera. Donc ça réduit, en fait, à chaque fois, chaque passage des vidéos. Et alors, pour faire un cut, c'est d'une simplicité enfantine. On fait début, fin, hop, et on met le titre. Donc ça se range de façon hyper simple. Et en fait, comme il y a un speech to text, et ben, il n'y a plus qu'à faire un copier-coller.